Richard Wright, Black Boy, chapitre 3. Je reprends ma lecture à la page 135 de l'édition Folio. Comme j'avais grandi et avancé en âge, je recherchais maintenant la compagnie de garçons plus âgés. Et pour être admis dans leur société, c'est-à-dire dans leur groupe, il me fallait souscrire à certains sentiments raciaux. Souscrire, c'est-à-dire accepter, se soumettre. La pierre de touche de notre fraternité était l'hostilité ressentie à l'égard des Blancs et le degré de valeur et d'honneur assigné à la race. La pierre de touche de notre fraternité, c'est-à-dire la base de notre fraternité, ce qu'il y a d'essentiel dans cette nouvelle amitié, le fait d'être hostile signifie s'opposer à, être l'ennemi de. Tout cela n'était pas prémédité, mais jaillissait spontanément de la conversation des jeunes noirs qui se réunissaient au coin des rues. Il était dégradant de jouer avec des filles, et dans nos entretiens, nous les reléguions dans une île déserte de la vie. Nous avions en quelque sorte saisi l'esprit du rôle de notre sexe, et nous nous groupions instinctivement en vue d'un échange mutuel de principes d'éducation morale. Nous parlions avec de grosses voix, et sur un ton de fanfaronnade, c'est-à-dire sur un ton de vantardise. Nous employions le mot Niger pour nous prouver à nous-mêmes la dureté de nos sentiments. Niger, en anglais, signifie nègre, donc c'est un terme, comme vous le savez, très péjoratif. Alors, un mot seulement sur le terme nègre. Donc, vous savez à quel point il est négatif, à quel point il est le reflet de la haine des Blancs envers le peuple noir. Il existe un certain nombre de poètes, d'artistes, aux alentours des années 50, 60, qui vont se réapproprier le mot nègre pour lui donner un sens positif. Ces artistes noirs vont affirmer, revendiquer le fait d'être nègres, ils vont revendiquer leur négritude, c'est ainsi qu'ils l'appellent, c'est-à-dire une espèce de spécificité de la race noire par rapport à la race blanche, voire une supériorité de la race noire par rapport à la race blanche. Alors bien entendu, ce discours est un discours de défense par rapport aux violences qui sont faites au peuple noir. On affirme sa négritude, on affirme le fait d'être nègre pour justement mieux se défendre contre la haine du blanc. Nous débitions à longueur de journée les pires grossièretés pour bien affirmer notre virilité proche. La virilité, c'est le fait d'affirmer qu'on est un homme. Nous nous prétendions insensibles aux injonctions de nos parents et nous efforcions de nous persuader mutuellement que nos décisions émanaient de nous seuls. Et cependant, nous nous dissimulions farouchement à quel point nous comptions les uns sur les autres. Donc, autrement dit, les injonctions ici, ce sont les ordres des parents. Ces jeunes gens veulent se donner l'illusion de tout contrôler, de tout décider, alors que c'est faux, bien entendu. Parfois, l'après-midi, après la sortie de l'école, il m'arrivait de déambuler nonchalamment par les rues, poursuivant par désœuvrement une boîte de conserve vide à coups de pied, ou tapant à coups de bâton sur des pieux de clôture, ou sifflant, main dans les poches, jusqu'à ce que je finisse par tomber sur un ou plusieurs gamins de la bande, traînassant au coin de la rue, ou plantés au milieu d'un champ, ou encore assis sur les marches d'une maison du voisinage. Donc déambuler nonchalamment signifie se promener avec un air décontracté. « Salut !» timidement. « T'as déjà mangé ?» s'efforçant avec gêne de lier conversation. « Oui, vieux. Et comment je m'ai tapé la tête ?» Détaché. « Moi, j'ai mangé des choux et des patates. » En confidence. « Moi, du petit lait et des feuillots. » Humblement, à titre de renseignement. « Oh, bon Dieu, je reste pas près de toi, mon salaud !» Alors,
péremptoire. Péremptoire ici renvoie à un ton, à un discours, à des arguments qui ne peuvent pas être discutés, c'est-à-dire que l'on ne peut pas remettre en cause. Pourquoi donc? Naïveté, feinte. Donc la feinte, c'est le fait de faire semblant. Parce que tu vas nous empester dans 2 minutes. Accusation proférée dans un hurlement. Un gros rire parcourt l'assistance. Cochon de nègre, t'as une bouche d'égout en place de cervelle. Plaisamment moralisateur. Bouche d'égout, rien du tout, oui. Je te dis que tu vas lâcher une perle, mon salaud. Annonce triomphale qui tient l'auditoire en haleine. Ouais, mon vieux, quand les musiciens vont vouloir faire circuler le petit lait voudra rien savoir, alors ça va faire de la bagarre dans tes boyaux et ton ventre va enfler tellement qu'il finira par faire explosion. Bouquet. Rire bruyant et prolongé de la foule. Mon vieux, les blancs devraient bien t'attraper et t'enfermer aux eaux jusqu'à la prochaine guerre. Aiguillant le sujet vers un champ plus vaste. Et quand la guerre commencerait, il n'aurait qu'à te gaver de petits laits et de faillots et te laisser péter tant que tu voudras. Le sujet est accepté et élargi. Tu gagnerais la guerre avec un nouveau genre de gaz asphyxiant. Conclusion triomphale. Bruyante hilarité qui s'éteint graduellement. C'est peut-être intéressant à voir du gaz asphyxiant. La question des Blancs se trouve indirectement projetée dans l'orbite de la conversation. Ouais, si jamais il y a une émeute raciale par ici, je m'en vais tuer tous les Blancs avec mon gaz. Fierté amère. Une émeute raciale, c'est un conflit particulièrement violent entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis notamment. Gaieté générale. Puis silence, chacun attendant que le voisin apporte sa contribution au tournoi. Ça, on peut dire qu'ils ont la trouille de nous les Blancs. Exposé réfléchi d'un vieux problème. Ouais, ils nous envoient à la guerre foutre une tripotée aux Allemands, vous montrent comment il faut se battre, et quand on revient, ils veulent vous zigouiller tellement ils ont peur de vous. Mi-vantard, mi-plaintif. Maman me disait que cette vieille bonne femme blanche chez qui elle travaille parlait de la gifler. Alors maman lui a dit « Ma'am Green, si vous me giflez, moi, je vous tuerai et je suis prête à aller en enfer après. » Extension, développement, fanfaronnade, sacrificatoire. Merde alors, moi si elle m'avait dit ça, je lui aurais réglé son compte tout de suite. Affirmation suprême dans un grognement rageur de la conscience raciale. Silence. Pour sûr qu'ils sont vaches les blancs. Avec amertume. C'est pour ça que tant de gens de couleur quittent le Sud, à titre de renseignement. Et tu peux être sûr que ça leur plaît pas qu'on s'en aille. Reconnaissance implicite de la valeur professionnelle et raciale et sentiment de fierté qui en découle. Ouais, ils veulent te garder ici et te faire crever au boulot. Le premier enfant de putain de blanc qui vient m'emmerder va récolter un trou dans la tête. Rébellion naïve. Ça ne t'avancera à rien. Ils t'attraperont, qu'est-ce que tu crois? Rejet de la rébellion naïve. Ah, c'est vrai, sacré bon Dieu, qu'il vous attrape à chaque coup maintenant. Appréciation de la vigilance agissante des Blancs. Donc le fait d'être vigilant signifie faire attention. Ouais, les Blancs restent assis toute la journée sur leurs 2 fesses enfarinées, mais suffit qu'un nègre fasse quelque chose pour qu'il lance à ses trousses tous les limiers de la terre. Fierté amère en réalisant ce qu'il en coûte de s'insurger contre eux. Oh, dites donc, vous croyez qu'ils changeront un jour, ces Blancs? Question où perce un timide espoir. Bon Dieu, non, ils sont venus au monde comme ça, rejetant l'espoir par superstition. Eh bien zut, alors c'est gai, je fous le camp dans le Nord quand je serai assez vieux, s'insurgeant contre l'espoir futile et envisageant l'évasion. Pour un homme de couleur, le Nord est le pays rêvé, justifiant l'évasion. Paraît qu'un blanc avait frappé un noir là-haut dans le Nord, alors le noir lui est entré dedans, l'a étendu raide, et paraît que personne n'a rien fait. Désir intense de croire à l'évasion. Alors, une petite précision historique. Les États-Unis à cette époque sont véritablement coupés en deux.
Il y a le nord où le peuple noir est relativement bien intégré à la population, et le sud où ils sont encore victimes de graves discriminations, de violences, de cruauté, d'injustice. Il pouvait exister par exemple dans les années 50 des bus pour les blancs et des bus pour les noirs par exemple, ou des restaurants où on refusait les clients noirs. Là-haut, on s'explique d'homme à homme. Besoin fou de croire en la justice. Silence. Dites donc, tu crois qu'ils sont aussi hauts qu'on le dit, leurs buildings là-haut dans le nord, s'accrochant par association d'idées à quelque chose de concret pour essayer de transformer du même coup l'espoir en réalité. Paraît qu'à New York, il y en a qui ont 40 étages. Trop fantastique pour être vraisemblable. Pour être vraisemblable, c'est-à-dire pour être cru, pour être vrai. Oh, j'en aurais la trouille, moi, de ces buildings. Prête à abandonner l'idée déjà réprimée de l'évasion. Vous savez quoi? Paraît que ces buildings, ils remuent et ils se balancent quand il fait du vent. Énonçant un miracle. Sans blague. Hé Morico, tu ne sais pas ce que tu dis. Stupéfaction sans borne et rejet. La stupéfaction, c'est la surprise, l'étonnement. Je te jure, paraît que si, affirmant le miracle. T'as idée que ça pourrait être vrai? Question où perce un vague espoir. T'es pas fou? Si une maison remuait, se balançait au vent, et bon Dieu, elle tomberait. Tout le monde sait ça. Les gens se foutent de toi quand ils te racontent des bobards pareils. Le corps envahi par une soudaine agitation, les pieds martelant impatiemment le sol. Martelant, c'est-à-dire frappant. Retournant précipitamment dans le domaine plus stable et plus sûr de la réalité. Silence. Quelqu'un ramasse un caillou et le jette à travers le champ. Je me demande ce qui rend les blancs si méchants, revenant à l'éternel problème. Chaque fois que j'en vois un, je crache par terre. Rejet et motif des blancs. Oh, dis, ce qu'ils peuvent être laids. Rejet accentué. Tu t'es déjà approché tout près d'un blanc, assez près pour le renifler? Anticipation d'une déclaration. Non, le fait d'anticiper, c'est le fait de faire les choses en avance. Ils disent qu'on pue, mais ma mère dit que les blancs, ils sentent comme les morts, souhaitant la mort de l'ennemi. Les nègres sentent quand ils sont en sueur, mais les blancs sentent tout le temps. L'ennemi est une bête à abattre. Et la conversation se nouait, se déroulait, grossissait, jaillissait, virait, s'enflait, sans but ni direction déterminée, effleurant de vastes domaines de l'existence, exprimant les impulsions latentes de l'enfance. Alors ce qui est latent, c'est ce qui est en sommeil, ce qui n'est pas encore exprimé, ce qui est caché. Les impulsions, ce sont des actions spontanées que l'on ne contrôle pas. L'argent, Dieu, la race, le sexe, la couleur, la guerre, les avions, les machines, les trains, la natation, la boxe, n'importe quoi. La culture d'un ménage noir donné se transmettait ainsi à un autre ménage noir, et la tradition populaire passait de groupe en groupe. Nos attitudes se créaient, se définissaient, se fixaient ou se corrigeaient. Nous découvrions nos idées, nous les rejetions, nous les développions, nous les déchirions et nous les acceptions. La nuit tombait. Des chauves-souris sillonnaient l'air. Sillonner l'air, c'est-à-dire faire des sillons dans l'air, c'est-à-dire comme des traînées dans le ciel. Le cri strident des grillons montait de l'herbe grasse. Des grenouilles coassaient, les étoiles s'allumaient. La rosée mouillait la terre. Des carrés de lumière jaune brillaient dans le lointain lorsque venait l'heure d'allumer les lampes à pétrole dans nos maisons. Et finalement, un long cri pointu retentissait à l'autre bout des champs ou quelque part sur la route. « David !» Une houle de rire ajoutait la foule des gosses, mais pas de réponse. « C'est l'heure de faire rentrer les cochons. »« À l'étable, Pourceau !» Nouveau rire. Sans se presser, un garçon se détachait du groupe.
Pour rien au monde il n'eût répondu aux cris de sa mère, car c'eût été admettre sa suggestion. La suggestion, c'est le fait d'être soumis, d'être le sujet, le serviteur de quelqu'un. Eh ben, je vais faire comme le fermier fait à la pomme de terre, disait-il. Quoi donc? Je vous plante là maintenant et je vous retrouve plus tard. Le garçon trottait doucement vers la maison et les rires recommençaient. La conversation reprenait, on nous appelait à la maison l'un après l'autre pour tirer de l'eau à la pompe au fond de la cour, ou pour aller dans une boutique acheter des légumes et le repas du lendemain, ou pour casser du petit bois pour le feu. Le dimanche, quand nos vêtements étaient présentables, ma mère nous emmenait, mon frère et moi, à l'école du dimanche. Nous ne protestions pas, car l'église n'était pas l'endroit où l'on nous parlait des voies de Dieu, mais celui où nous rencontrions nos camarades de classe et où nous continuions nos longues conversations à bâton rompu. Une conversation à bâton rompu, c'est-à-dire sans ordre prédéfini. Certaines histoires de la Bible étaient intéressantes en elles-mêmes, mais nous les déformions toujours et nous avions vite fait de les séculariser, de les amener au niveau de notre existence vagabonde et d'en rejeter toutes les interprétations qui ne s'adaptaient pas à notre milieu. Donc autrement dit, ce groupe de jeunes gens s'intéresse aux histoires que raconte la Bible dans la mesure où ils peuvent les adapter à leur propre existence. Et nous réservions le même sort aux beaux cantiques. Les cantiques, ce sont des chants poétiques que l'on trouve dans la Bible. Lorsque le prédicateur entonnait « Je suis chrétien, nous échangions un clin d'œil complice et fredonnions « Tagada, tagada, soin, soin ». Nous étions assez forts maintenant pour nous faire craindre des garçons blancs, et de leur côté comme du nôtre, chacun commençait à jouer son rôle racial traditionnel, comme s'il eût été mis au monde pour le remplir. Comme si cela eût été dans son sang, comme s'il eût été guidé par l'instinct. Toutes les représentations terrifiantes que nous nous faisions les uns des autres, toutes les expressions violentes de haine et d'hostilité dont notre entourage nous avait imprégnés, remontaient maintenant à la surface pour guider nos actions. La rotonde constituait la frontière raciale du quartier, et il avait été tacitement convenu entre les garçons blancs et les garçons noirs que les blancs se tiendraient à une extrémité de la rotonde et nous à l'autre. Chaque fois que nous surprenions un garçon blanc de notre côté, nous lui jetions des pierres. Chaque fois que nous nous égarions de l'autre côté, il nous rendait l'appareil. Nos batailles étaient sérieuses et sanglantes. Nous jetions des cailloux, des cendres, du charbon, des bâtons, des bouts de fer et des bouteilles cassées. Et tout en les lançant, nous souhaitions faire usage d'armes plus meurtrières encore. Lorsque nous étions blessés, nous prenions la chose avec calme. Il n'y avait ni pleurs, ni gémissements. Quand nos blessures n'étaient pas vraiment sérieuses, nous les cachions à nos parents. Nous ne voulions pas être corrigés pour nous être battus. Un jour, au cours d'une bagarre avec une bande de garçons blancs, un tesson de bouteille me frappa derrière l'oreille. L'entaille était profonde et saignait abondamment. Je tentais d'arrêter le flot de sang en tamponnant la blessure avec un chiffon, et quand ma mère rentra de son travail, je fus obligée de lui dire que j'étais blessée, car j'avais besoin de soins médicaux. Elle m'emmena en toute hâte chez un docteur qui recousit mon cuir chevelu. Mais lorsqu'elle m'eut ramenée à la maison, elle m'administra une correction et me défendit de me battre avec des garçons blancs, en me disant qu'il serait capable de me tuer, qu'elle était forcée de travailler et n'avait pas le temps de se faire du souci pour mes batailles. Ces recommandations ne portèrent pas, car elles étaient en contradiction avec le code de la rue. Je promis à ma mère que je ne me battrais plus, mais je savais qu'en tenant parole, je perdrais l'estime des copains. Et les copains, c'était toute ma vie. La santé de ma mère s'altéra trop sérieusement
pour qu'elle pût continuer à travailler, et je dus m'occuper à de menues besognes dans le quartier. Donc s'altérer, ça veut dire s'aggraver. Des besognes, ce sont de petits travaux. Je portais leur déjeuner aux hommes qui travaillaient à la rotonde et j'étais payée 25 cents par semaine. Ce fut mon premier emploi. Quand les hommes ne finissaient pas leur déjeuner, je récupérais les quelques miettes qui pouvaient rester au fond des gamelles. Par la suite, j'obtins une place dans un café. Je transportais des brassées de bois pour alimenter le gros poêle et des plateaux chargés de vivres aux voyageurs des trains qui avaient de 20 à 30 minutes d'arrêt à la gare voisine. Un poêle, c'est une machine qui permet de chauffer. On me payait $1 par semaine, mais j'étais trop jeune et trop petit pour assurer ce service. Un matin, en essayant de monter dans le train avec un plateau lourdement chargé, je culbutais et le plateau de victuailles alla s'écraser par terre. Des victuailles, c'est la nourriture. Incapables de payer notre loyer, nous fûmes obligés d'aller habiter dans une maison perchée sur des pilotis, dans un quartier de la ville sujet aux inondations. Mon frère et moi, nous nous amusions comme des fous à monter et à descendre en courant les marches branlantes du haut escalier de bois. Le paiement du loyer était redevenu un problème. Nous déménageâmes de nouveau pour aller nous installer plus près du centre. Là, je trouvais du travail dans un pressing. J'allais livrer les vêtements dans les hôtels, je balayais les parquets et j'écoutais les nègres parler avec vantardise de leurs performances sexuelles. Cependant, nous devions une fois de plus porter ailleurs nos pénates, dans les faubourgs cette fois, à proximité d'un vaste réseau de voies de chemin de fer, où je me rendais chaque matin avec un sac pour ramasser du charbon destiné à chauffer notre bicoque. Ce faisant, je zigzaguais parmi l'enchevêtrement de rails, me faufilant entre les grosses locomotives noires et soufflantes. La santé de ma mère déclinait rapidement. Et maintenant, elle ne cessait de parler de la maison de grand-mère et de nous dire combien elle aurait désiré nous voir élevés avant de mourir. Déjà, s'était insidieusement glissé dans ses paroles un élément hésitant, zézéant, qui, bien que je l'ignorasse alors, était déjà l'ombre de son destin. Se glisser insidieusement, c'est-à-dire se glisser de façon cachée, sans se montrer, sans être vu au premier abord. À ce moment, la pensée de ma mère s'imposait à mon esprit avec beaucoup plus d'insistance que par le passé. Et j'étais déjà capable de sentir ce que cela signifiait pour nous, d'être complètement privés d'elle. Un sentiment de peur s'infiltrait lentement en moi, et il m'arrivait de considérer ma mère pendant de longs moments. Mais quand elle me regardait, je détournais les yeux. Puis vint la peur vraie, quand les crises de sa maladie se reproduisirent à intervalles de plus en plus rapprochés. Le temps s'était figé. Mon frère et moi, nous attendions, effrayés et affamés. Un matin, je fus réveillée par des cris. « Richard, Richard !» Je me dépêtrai en toute hâte des couvertures. Mon frère se précipita dans la chambre. « Richard, faut que tu viennes voir maman, elle est très malade. » Je courus dans la chambre de ma mère et la trouvai couchée sur son lit, tout habillée, la bouche ouverte. Elle ne bougeait pas du tout. « Maman !» m'écriai-je. Elle ne répondit pas et ne tourna pas la tête. J'allongeai la main pour la secouer, mais je reculai de peur qu'elle ne fût morte. « Maman !» appelai-je de nouveau, mon esprit se refusant à comprendre qu'elle ne pouvait pas répondre. Je m'approchai finalement et je la secouai. Elle remua légèrement et gémit. Mon frère et moi, nous l'appelâmes avec insistance, mais en vain. Était-elle mourante ? La chose me paraissait inconcevable. Nous nous regardions, ne sachant que faire. « Faut aller chercher quelqu'un, dis-je. »
Je sortis en courant dans le couloir et j'appelai une voisine. Une grande femme noire surgit brusquement de derrière une porte. « S'il vous plaît, voulez-vous venir voir maman? Elle ne parle pas. Je ne peux pas la veiller. Elle est terriblement malade, lui dis-je. Elle me suivit dans notre appartement. « Madame Wright » appela-t-elle. Ma mère gisait, immobile, silencieuse, inconsciente de notre présence. La femme lui tâta les mains. « Elle n'est pas morte, déclara-t-elle. Mais pour être malade, elle l'est. Vaut mieux que j'aille chercher d'autres voisines. » 5 ou 6 femmes s'amenèrent. J'attendis avec mon frère dans le couloir pendant qu'elle déshabillait ma mère et la couchait. Lorsqu'on nous autorisa à rentrer dans la chambre, une femme dit « M'a l'air d'être une attaque. »« Tout à fait comme la paralysie, » dit une autre. « Et elle qui est si jeune, » fit une autre voix. Mon frère et moi, nous nous tenions debout contre le mur, tandis qu'en proie à une agitation frénétique, les femmes s'affairaient autour de ma mère. Une attaque? La paralysie? Qu'est-ce que cela voulait dire? Allait-elle mourir? Une des femmes me demanda s'il y avait de l'argent à la maison. Je ne savais pas. Elles fouillèrent dans la commode, y trouvèrent 1 ou 2 dollars et firent venir le docteur. Le docteur arriva. Oui, nous dit-il, ma mère avait eu une attaque de paralysie. Son état était grave. Il lui fallait quelqu'un près d'elle nuit et jour. Elle avait besoin de médicaments. Où était son mari? Je lui racontai l'histoire et il hocha la tête. Il va falloir lui donner le plus de soins possible. Elle a le côté gauche entièrement paralysé. Elle ne peut plus parler et il faudra l'alimenter. Plus tard, en fouillant dans les tiroirs, je trouvai l'adresse de grand-mère. Je lui écrivis la suppliant de venir nous aider. Les voisines soignèrent ma mère nuit et jour, nous donnèrent à manger, firent notre lessive. J'étais comme assommée. Je passais les journées dans un état de stupeur voisin de l'inconscience, incapable de croire à ce qui était arrivé. Et si grand-mère ne venait pas? Je m'efforçais de ne pas penser à une telle éventualité. Il fallait qu'elle vienne. L'extrême solitude était devenue terrifiante. Je venais d'être brusquement livrée à moi-même au point de vue émotionnel. En l'espace d'1 heure, le monde à demi amical auquel j'étais habituée était devenu hostile et froid. J'étais trop effrayée pour pleurer. J'étais content que ma mère ne fût pas morte, mais il n'en était pas moins avéré qu'elle demeurerait malade pendant très, très longtemps, peut-être pendant le restant de ses jours. Je devins morose, ce qui signifie triste. Bien que je ne fusse qu'un enfant, je ne pouvais plus réagir comme un enfant. Je n'avais pas envie de jouer, je ruminais de sombres pensées, me demandant si grand-mère viendrait nous aider. Je m'efforçais de ne pas penser à un lendemain qui n'était ni tangible ni désirable, car tous les lendemains posaient des questions auxquelles j'étais incapable de répondre. Quelque chose de tangible, c'est quelque chose de concret que l'on peut toucher. Là, il n'y a plus de lendemain tangible parce que l'on ne sait pas justement ce qu'il adviendra dans l'avenir. Quand les voisins m'offraient à manger, je refusais. J'avais déjà honte de devoir être si souvent nourrie par des étrangers. Et lorsqu'on m'avait décidé à manger, je mangeais aussi peu que possible, pensant enlever ainsi une partie de la honte qui s'attachait à la charité. Je souffrais de penser que d'autres enfants se demandaient si j'avais faim, et quand ils me demandaient si je voulais manger, je leur répondais que non, même si je mourais de faim. Je fus angoissée tout le temps que j'attendis grand-mère, et quand elle arriva, je m'abandonnai, la laissant s'occuper de tout, répondant machinalement à ses questions, me bornant à obéir, tout en sachant qu'au fond, je devais affronter seule les événements. Je me repliai sur moi-même. J'écrivis des lettres que grand-mère me dictait pour ses 8 enfants. Elle en avait 9 en tout avec ma mère, dispersés aux 4 coins du pays et dans lesquels elle leur demandait de l'argent pour emmener Ella et les 2 enfants chez nous. L'argent arriva et de nouveau nous passâmes des journées à emballer les effets du ménage. On amena ma mère à la gare en ambulance et on la transporta dans le train sur un brancard.
Le voyage jusqu'à Jackson s'effectua dans le silence et on coucha ma mère au premier. Tante Maggie vint de Détroit pour aider à la soigner et faire le ménage. La grande maison était silencieuse. Nous parlions à voix étouffée. Nous marchions à pas feutrés. Une odeur de médecine flottait dans l'air. Les médecins allaient et venaient. J'entendais nuit et jour gémir ma mère. Nous nous attendions à la voir mourir d'un moment à l'autre. Tante Chloé vint de Chicago, oncle Clark de Greenwood dans le Mississippi, oncle Charles de Mobile dans l'Alabama, tante Addie d'une école religieuse de Huntsville dans l'Alabama, oncle Thomas de Hazelhurst dans le Mississippi. La maison prenait un air d'attente et j'entendais chuchoter. Qu'est-ce qu'on va faire de ces deux enfants ? J'éprouvais un sentiment de frayeur à l'idée que d'autres, des étrangers, bien qu'ils fussent de ma famille, discutaient de mon sort. Je n'avais jamais vu auparavant les frères et les sœurs de ma mère, et leur présence me rendait mon ancienne timidité. Un jour, oncle Édouard m'appela auprès de lui, et, tâtant la maigreur de mes bras et de mes jambes, « Il a besoin de se remplumer », fit-il d'un ton impersonnel en s'adressant aux autres. Je me sentis affreusement gênée. J'avais l'impression que ma vie devait être bourrée de torts indescriptibles, de fautes inexpiables. Alors les torts, ce sont encore une fois de mauvaises actions que l'on a commises, comme les fautes, et ce qui est inexpiable, c'est ce pourquoi on ne peut pas être excusé. Il engraissera quand il mangera à sa suffisance, dit grand-mère. Les conférences familiales décidèrent que nous serions séparés, mon frère et moi. La charge de nous entretenir tous les deux était trop lourde pour un seul oncle ou une seule tante. Où allait-on m'emmener ? Qui me prendrait ? J'étais plus inquiet que jamais. Quand je me retrouvais en présence d'un oncle ou d'une tante, je n'osais pas les regarder. Je n'arrêtais pas de me dire que je devais à tout prix éviter de commettre quelque bourde susceptible de me rendre indésirable à leurs yeux. La nuit, mon sommeil était troublé par des rêves affreux. Parfois je me réveillais en hurlant de terreur. Les grandes personnes accouraient et je les regardais avec de grands yeux fixes comme on regarde des personnages de cauchemar. Puis je me rendormais. Un soir, je me retrouvais au beau milieu de la cour. Il y avait un tel clair de lune qu'on y voyait comme en plein jour. J'étais entourée de silence. Soudain, je sentis que quelqu'un me tenait par la main. Levant les yeux, je vis un de mes oncles. Il me parlait à voix basse, avec douceur. « Qu'y a-t-il, mon petit ?» Je le regardais fixement, essayant de comprendre ce qu'il disait. J'avais l'impression d'être enveloppée dans une sorte de brouillard. « Richard, qu'est-ce que tu fais ?» Je ne pouvais pas répondre. On eût dit que j'étais incapable de me réveiller. Il me secoua, je revins à moi et regardai d'un air ébahi la cour inondée de clair de lune. Ébahi, c'est-à-dire surpris. « Où allons-nous » lui demandai-je. « Tu te promenais tout endormi, » dit-il. Grand-mère me donna des repas plus copieux et me fit faire la sieste après le déjeuner, et peu à peu mon somnambulisme disparut. Ces jours et ces nuits d'inquiétude me poussèrent à prendre la résolution de quitter la maison de grand-mère aussitôt que je serais en âge de gagner ma vie. À vrai dire, je n'avais pas à me plaindre d'eux, mais je savais qu'il n'y avait pas assez d'argent pour nous nourrir, mon frère et moi. J'évitais d'aller dans la chambre de ma mère. Rien que de la regarder, j'avais mal. Elle avait beaucoup maigri. Elle ne parlait toujours pas. Elle avait les yeux fixes et restait immobile, comme une statue. Un soir, on nous appela, mon frère et moi, dans la salle à manger où se tenait une conférence d'oncles et de tantes. « Richard, dit un de mes oncles, tu sais que ta mère est gravement malade. »« Oui, monsieur. »« Et alors ?
Grand-mère n'est plus assez forte pour se charger de vous deux. Oui, monsieur, dis-je, attendant sa décision. Eh bien, ta tante Maggie va emmener ton frère à Détroit et elle l'enverra à l'école. J'attendais. Qui allait me prendre? J'aurais voulu être avec tante Maggie, mais je n'osais m'opposer à leur décision. Alors, où voudrais-tu aller? Me demanda-t-on. La question me surprit. Je m'étais attendue à une injonction et j'avais maintenant la possibilité de choisir. Mais je n'osais présumer que quelqu'un voudrait de moi. N'importe où, répondis-je. Nous sommes tous prêts à te prendre, fit-il. Je calculai rapidement qui habitait le plus près de Jackson. Oncle Clark habitait Greenwood, qui n'en était qu'à quelques kilomètres. Je voudrais aller chez l'oncle Clark, puisque c'est lui qui est le plus près de la maison ici, dis-je. C'est vraiment ce que tu veux? Oui, monsieur. Oncle Clark vint auprès de moi et me mit la main sur l'épaule. C'est très bien. Tu vas venir avec moi et je t'enverrai à l'école. Demain, nous irons t'acheter des affaires. Ma tension s'atténua un peu, mais demeurait cependant en moi. Mon frère était heureux. Il allait dans le nord. J'aurais voulu y aller, mais je ne dis rien. Un voyage en chemin de fer et je me trouvais une fois de plus dans une petite ville méridionale. La maison de Greenwood était un bungalow de 4 pièces, constitué par la moitié d'une maison destinée à 2 familles et sise au bord d'un chemin tranquille et ombragé. Sise, ça veut dire qu'elle est située au bord d'un chemin tranquille et ombragé. Tante Jody, une mulâtresse de petite taille, silencieuse et soignée, avait préparé pour moi un souper chaud qui m'attendait sur la table. Ses manières graves et réservées me déroutaient. Elle semblait agir conformément à un code qui était convenu. Et j'en déduisais qu'elle me considérait comme un vaurien. Comme un garçon qui, pour une raison quelconque, n'avait pas de foyer. Je sentais que son esprit me repoussait aux confins de l'existence, et en sa présence je me sentais gauche et embarrassée. Oncle Clark et tante Jody me parlaient tous deux comme à une grande personne, et je me demandais si je serais capable de faire ce qu'on attendait de moi. J'avais toujours trouvé de l'affection chez ma mère, même quand nous vivions dans la misère. Ici, je n'en sentais pas. Ou s'il y avait de la chaleur dans leur accueil, peut-être avais-je trop d'appréhension pour y être sensible. Trop d'appréhension, c'est-à-dire trop de crainte. J'arrête ici la lecture pour aujourd'hui.